Donc bienvenue à tous. Nous allons démarrer donc l'atelier. Aujourd'hui c'est le forum Reset. Comment innover ensemble? Nous allons vous proposer de partager ensemble aujourd'hui les outils et les pratiques managériales qui touchent à la qualité de vie et ou au bonheur au travail. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de co-animer avec Boris Sirbé, cofondateur du LabRH, de Collective Z et de My Job Company. Cet atelier cet après-midi collaboratif. Et moi-même, je suis Isabelle Baye, la dirigeante de cette société Isabelle Baye Consulting. Une offre globale sur le développement des hommes et des équipes. Ma préoccupation principale étant l'équilibre entre RH et performance. Et j'ai aussi un mandat, là, de président de la Fédération internationale de coaching pour la Provence. C'est bon? Ok. Donc le programme, c'est celui que vous avez en page 18 du livret. Donc je vais présenter les ateliers et les intervenants et ensuite ce sera vous qui allez être au travail pendant 57 minutes. Donc tout d'abord, les 5 startups qui sont là cet après-midi. Le réseau API, Catherine Pena, directrice et cofondatrice du réseau API. C'est une solution globale pour développer le management humaniste et va valoriser le capital humain. L'outil utilisé 3.0 s'appelle Predictive Index. Ensuite, il y a Benoît Germanos, dirigeant et cofondateur, excusez-moi, je remets devant, de Someo. Eux, ils vous proposent des solutions pour le repos et améliorer le sommeil. Ensuite, Arnaud Testu, président de Blooming Digital. C'est une solution pour mesurer en temps réel l'expérience employée dans une journée de travail. Ensuite, Arthur Catani, cofondateur de Goldmap, une solution autour du capital santé des employés. Et pour terminer, Christophe Joubard, qui est le directeur commercial de Gympass, une approche nouvelle des activités physiques pour une bonne qualité de vie au travail. Donc voilà, la présentation étant faite. Donc 15 minutes d'atelier et de présentation philosophique avec une nouvelle approche sur ce sujet par Boris. La présentation en 5 minutes de chacun des start-upers. Et après, le travail collectif. Je te laisse y aller. Merci. Donc je vais regarder, attendez, je vais juste... ouvrir ma petite présentation. Très bien, donc bonjour à tous. Oh, attention, ça va. Je ne m'approche pas trop, hein, donc ça éviterait que ça explose. Donc bonjour à tous, courageux participants qui vous intéressez à la question du bonheur au travail. Donc déjà, je vais peut-être dire un petit mot en fait de ce qu'est le LabRH pour poser le décor. Donc le LabRH, en fait, c'est une association, loi 1901, qui est assez récente. Ça s'est formé il y a 2 ans et demi par la rencontre entre 2 concurrents. Donc il y avait en fait My Job Company, qui est la startup que j'ai cofondée, et Monkey-Tai, qui a été cofondée par Jérémy Lamry, dont je disais beaucoup de mal avant de le rencontrer, puisque évidemment il fallait que j'élimine auprès des prospects que j'allais voir, et puis un jour en fait on prend une bière ensemble et on se rend compte qu'en fait on a plein de valeurs en commun et plein de choses qu'on a envie de réaliser ensemble. On s'est entraînés pendant quelques mois, ça a vraiment très bien fonctionné, ça nous a accéléré mutuellement. On a partagé des apprentissages, de la technologie, du business, etc. Et on s'est dit mais en fait il faut qu'on ouvre ça à d'autres startups. Et ça a un peu frappé l'imagination parce que d'autres se sont dit bah tiens si ces deux-là se parlent peut-être que nous aussi. Et le LabRH aujourd'hui compte à peu près 400, enfin plus de 400 startups de l'innovation RH dans le domaine du recrutement, de la formation, du bien-être au travail, de la mobilité interne, du management, etc. Compte également pas mal de grands groupes qui nous ont rejoints parce que ça leur permettrait d'accéder en fait beaucoup plus facilement à l'innovation. Parce qu'une des premières choses qu'on a établies en fait au sein du lab, c'est une cartographie pour comprendre qui faisait quoi, mais également pour accélérer leur transformation. Et aujourd'hui, le lab accompagne des missions de transformation. Et également organise des tas d'événements parce que finalement on s'est rendu compte que le meilleur service qu'on pouvait rendre à tout ce petit monde-là, c'était en fait de créer des événements participatifs, conviviaux, où les startups peuvent se rencontrer, trouver des synergies entre elles, rencontrer les grands groupes et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est ce que fait un peu le lab aujourd'hui, donc on le définit comme un écosystème collaboratif dans l'innovation RH. Alors pour vous parler un petit peu du thème d'aujourd'hui, qui est celui du bonheur, du bien-être au travail, comme je suis philosophe au départ, avant d'être entrepreneur, j'aime bien poser des questions de base. Donc, ça sert à quoi et pourquoi faire? Donc, alors aujourd'hui, vous avez certainement dû entendre parler de ces études. J'ai pris l'une de celles qu'on cite le plus, qui est celle de Gallup, qui parle en fait de l'impact du manque d'engagement dans les entreprises.
Finalement, aujourd'hui, la France est l'un des plus mauvais élèves de l'Europe, parce que même ça a encore un petit peu baissé. En 2017-2018, on est plutôt sur 9% en moyenne de salariés qui sont engagés. Et ça a différents impacts. Voilà, enfin, vous voyez, quand l'engagement est fort, les gens sont en meilleure santé, se portent mieux, sont plus productifs, etc., etc. Et en fait, l'un des principaux quand même vecteurs, enfin, l'une des principales causes qui engage, c'est de se sentir heureux dans l'entreprise où on bosse, c'est d'être content de faire le travail qu'on fait, que ce travail ait du sens, qu'on voit son impact sur soi, sur les autres. Voilà, c'est vraiment toutes ces questions-là. Donc le bien-être, en fait, ça répond d'abord à ces enjeux-là. Il y a aussi peut-être un petit peu un effet, je pense aujourd'hui, dont il faut se méfier, qui est un peu l'effet de mode, où on gadgetise un petit peu la question du bien-être et du bonheur au travail. On le réduit peut-être un petit peu en fait à avoir des choses qui sont en réalité très importantes, prendre du temps en fait pour mieux dormir, pour méditer, pour mieux se nourrir. Tout ça c'est très important en fait, mais je pense que derrière il ne faut pas que ça occulte des questions de sens qui sont très profondes sur en fait cette question, ce thème-là. Donc pour illustrer un petit peu ça en fait, voilà, donc ça c'est une façon humoristique d'aborder la question, mais est-ce que vraiment le bien-être au travail, on veut que ça se réduise à ça? Donc je pense que la réponse est non. Et évidemment derrière, ce que j'aimerais bien vous montrer en fait, c'est une petite mise en tension entre deux manières de voir en fait, pas seulement le travail, pas seulement l'entreprise, mais de voir l'être humain. Vous vous souvenez quand vous étiez en philosophie, il y avait des grands débats entre Voltaire et Rousseau, est-ce que l'homme est bon, est-ce que l'homme n'est pas tant que ça, c'était une manière de rejouer des débats philosophiques plus anciens, notamment entre Hobbes qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Quand il a écrit le Léviathan, c'était la base en fait de toutes ses réflexions philosophiques. Et Spinoza répondait à la même époque, non, l'homme est un dieu pour l'homme, et c'est la base en fait de l'éthique de Spinoza. Et en fait, de la même manière, ce conflit entre ces deux visions s'est rejoué au XXe siècle. Donc là, vous avez quelqu'un que vous devez certainement connaître, au moins de nom, qui est Winslow Taylor, qui dit en fait il est difficile de trouver un homme compétent qui ne cherche pas à travailler le moins possible, tout en cherchant à convaincre son employeur qu'il fait le maximum. Dans le passé, l'homme venait en premier. À présent, c'est le système qui doit venir en premier. Donc derrière ça, en fait, vous avez toute la philosophie tayloriste qui est la base de toute la culture de la seconde révolution industrielle, qui est aujourd'hui le système, qui est le plus présent dans le monde en termes de culture d'entreprise. Donc le taylorisme, c'est très bien parce que ça a apporté beaucoup en fait, d'efficacité à l'entreprise à travers la spécialisation des tâches et la division du travail, mais ça a aussi apporté beaucoup de souffrance à l'entreprise. Souvenez-vous des temps modernes avec Chaplin. Et en fait, face à ça, j'aime bien mettre Taylor en fait en face de Frédéric Laloux. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez lu Reinventing Organizations, mais c'est un très beau livre, dont je parlerai très rapidement juste après, qui explique en fait, quand les organisations ne sont pas construites sur une mécanique implicite de peur, mais de structures et des pratiques qui développent la confiance et la responsabilité, des choses extraordinaires et inattendues se mettent à arriver. Et ça, vraiment, c'est tout à fait clé. Et un peu entre les deux, voilà, j'aimerais bien vous mettre maintenant cette petite pensée en fait de Nietzsche qui dit la pensée et la croyance sont un poids qui pèse sur toi, autant et plus que tout autre poids. Tu dis que la nourriture, le cycle, l'air, la société te transforment et te conditionnent. Eh bien, tes opinions le font encore plus, car c'est elles qui te déterminent dans le choix de ta nourriture, de ta demeure, de ton air, de ta société. Si tu t'assimiles cette pensée entre les pensées, elle te transformera. Et en fait, la question du bonheur au travail, finalement, la question, c'est celle d'un système de croyances, de mon point de vue, qui est le point de vue d'un philosophe, d'un système de croyances qui a déterminé quasiment 2 siècles de fonctionnement de la société, des organisations, des entreprises. Et ce système de croyances, il est quand même basé sur une chose fondamentale en termes d'anthropologie, et c'est exactement ce que dit Taylor, il est basé sur l'identification entre la souffrance et la performance. Pour être performant, un bon salarié doit être contrôlé, doit être en fait forcé à délivrer un travail efficace. Et ça, c'est quand même à la base de toute la culture de l'entreprise jusqu'ici. Et c'est ça qui est en train d'être réinventé. C'est ça, en fait, qui est vraiment attaqué comme système de croyance. Et ça pose la question, en fait, des lunettes qu'on porte quand on aborde ce sujet-là, ce thème-là, et d'être capable, en fait, de comprendre qu'on les porte, ces lunettes. Et j'ai rencontré des dirigeants qui, finalement, ne voulaient pas en croire leurs yeux quand ils visitaient, faisaient en fait, des expéditions apprenantes dans les entreprises, et qui voyaient que, finalement, on avait créé des cadres pour développer le bien-être, pour favoriser la possibilité d'un bonheur au travail. Et ils disaient, mais moi, chez moi, ils ne sont pas comme ça, quoi, les êtres humains. Comment ça se fait qu'il y ait une telle différence, quoi? Donc ils se demandaient, mais est-ce que c'est du carton-pâte? Est-ce qu'ils font semblant? Est-ce que ce sont des acteurs, etc. Ils ne sont pas des acteurs, mais en fait, le cadre est différent. Et comme, en fait, on est avant tout des êtres relationnels, comme le cadre est différent, le comportement des collaborateurs est également différent. Ça, c'est la base de ce qu'on appelle l'ingénierie systémique. Et l'ingénierie systémique, en fait, s'appuie sur la création de cadres pour que, effectivement, on puisse complètement réinventer les manières de mesurer la température sociale dans l'entreprise, les manières, en fait, de sentir bien, de connecter le cœur, l'esprit, le corps, etc.
Il y a deux patrimoines, finalement, aujourd'hui, qui alimentent chacune de ces visions. Il y a un patrimoine, en fait, qui est un patrimoine que j'appellerais de la manipulation et de l'oppression, qui a été très popularisé, qui s'est beaucoup développé au 19e et au 20e siècle, qui est caractérisé par ces quelques éléments-là, et qui est à peu près tout le contraire, évidemment, du bien-être au travail. Et vous avez un patrimoine qui est beaucoup plus récent, ça c'est une science qui est toute neuve. Je parlais de l'ingénierie systémique, de ce que font aujourd'hui les startups, ça serait dans ce nouveau patrimoine, qui est le patrimoine de l'organisation collaborative, qui cherche à émanciper, à développer, à faire grandir, et surtout à renverser complètement l'équation. C'est plus souffrance égale performance, c'est bien-être, développement, croissance égale confiance égale performance. Et c'est vraiment en fait sur ça qu'il faut aussi travailler, et donc notamment sur tous les systèmes de croyance des managers et surtout des dirigeants, parce que ça part quand même d'abord d'aujourd'hui, et une manière de le résumer c'est ça. Donc quand vous avez investi, même pas dans la techno, même pas dans l'innovation, on investit dans les hommes, tout simplement. Alors aussi encore une petite représentation que j'ai repris du bouquin de Frédéric Laloux. Qui l'a lu ce livre? Vous voyez, juste à la main levée. Parce que j'aime bien mesurer à chaque fois la progression depuis 1 an et demi. Ok, alors ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille très fortement cette lecture. Elle est très importante parce que Laloux est un bon prospectiviste. Un bon prospectiviste, c'est quelqu'un qui ne se place pas sur des échelles de temps qui sont courtes, de quelques années, mais sur des échelles de temps qui sont idéalement à l'horizon de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est exactement ce que fait Laloux. Il dit, mais en fait, les systèmes biologiques n'ont pas cessé d'évoluer, de progresser. Et bien en fait, c'est la même chose pour les organisations. Les organisations passent par des stades de complexité. Et en fait, quand vous prenez l'histoire des organisations, les premières organisations étaient très simples, c'était les premières tribus de chasseurs. Un jour, en fait, il y a eu l'invention de l'agriculture, donc ça a permis en fait aux organisations de devenir beaucoup plus complexes. L'humanité s'est sédentarisée, les fonctions se sont spécialisées en fait dans la société. Et puis après, ça a continué, on a inventé la monnaie, on a inventé toute une série de choses qui ont encore spécialisé, complexifié, amener les organisations à passer en fait des stades de complexité. Et puis après la révolution industrielle, l'apparition des technologies, l'accélération de la R&D. Au XXe siècle, ça c'est les organisations de type vert, c'est toutes les organisations type horizontale. Et ce que dit Laloux, et ça c'est fondamental, il dit mais en fait on est en train de vivre une transition peut-être sans précédent, et on passe d'un monde qui était encore relativement prévisible à un monde qui devient complètement imprévisible, qui fonctionne en flux. Et par rapport à ce monde-là, finalement, on a ce monde très imprévisible. L'entreprise classique, qui était très mécaniste, qui produisait à peu près toujours le même type de résultats et où les process étaient très rigides, ça ne fonctionne plus. Ça ne produit plus, en fait, le résultat qu'on attendait, parce que dans un monde où il y a tout le temps des ruptures de plus en plus rapides, évidemment, on a besoin d'organisations qui, elles-mêmes, s'adaptent, pivotent rapidement, fonctionnent en flux. Et par rapport à ça, si vous voulez des organisations comme ça, vous ne pouvez pas avoir des êtres humains qui sont comme des petites pièces bien usinées. Il faut avoir en fait des gens qui sont intelligents, qui ont de la pensée critique, qui sont créatifs, communicants, qui s'adaptent. Et si vous voulez en fait avoir des collaborateurs qui fonctionnent sur ce mode extrêmement agile, eh ben pour le coup en fait, il faut créer des cadres pour ça. Et là évidemment la question du bien-être, du bonheur au travail devient absolument centrale. Et là vous avez en fait, alors il donne quelques exemples, Laloux, d'organisations qui sont déjà sur ce mode-là, et il dit regardez, c'est pas un hasard parce que ces organisations fonctionnent avec un développement quasiment exponentiel. Alors que celles qui sont sur l'ancien modèle commencent de plus en plus à être grippées et à ne plus être capables de pivoter par rapport à un monde qui bouge de plus en plus vite. Et là, c'est une représentation qui est dans le temps, en fait, où Laloux démontre que finalement, ces premiers sauts, ça a pris des dizaines de milliers d'années au départ, puis des milliers d'années, puis des centaines d'années, et actuellement, on vit sur quelque chose qui est à la sueur de 15-20 ans, en fait. Donc d'ici 2040, cette transition sera peut-être déjà complètement réalisée, et les organisations qui sauront, en fait, basculer sur cette nouvelle, en fait, culture d'entreprise, qui est basée sur la culture de développement humain, sont celles qui vont être adaptées à ce nouveau monde et qui vont avoir ce développement rapide. Pardon. Donc voilà, là c'était sur ma petite présentation pour vous donner quelques bases en fait, qui sont plutôt des bases philosophiques, qui sont vraiment des bases de pensée sur l'importance effectivement de ce qui va vous être présenté maintenant. Merci. Merci Boris pour cette approche, cette ouverture dans la conduite du changement que nous vivons tous les jours. Maintenant, je vais laisser la parole à Catherine Pena, directrice et cofondatrice du réseau API, prendre la parole. Je te remercie Isabelle, merci Boris pour cette introduction. Le terrain est bien préparé. API, c'est quoi ? C'est l'idée de deux personnes qui se rencontrent. Joseph Machia, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est cofondateur avec moi-même, Catherine Pena. On a chacun nos expériences de vie, des héritages forts dans le monde industriel, dans le monde commercial, dans le monde bancaire, dans le monde de l'assurance. Et puis une volonté humaniste à tout casser de vouloir ramener l'humain au cœur du système.
À côté de ça, on a aussi des expériences de consultants. On fait du conseil, on accompagne nos clients qui deviennent nos partenaires sur la durée pour faire évoluer leurs pratiques managériales. Et on se dit, il faut créer quelque chose pour à la fois restructurer le marché du consulting en amont. Donc on décide de monter avec un certain nombre de prototypages, et ce sur une certaine durée, presque 2 ans et demi, un réseau de consultants indépendants qui travaillent avec nous. Et le deuxième point qu'on se dit, c'est finalement, l'idée, c'est d'avoir un écosystème vivant, collaboratif, qui travaille avec des principes d'intelligence collective. Ah oui, mais alors là, c'est quoi ? Chacun a droit à la parole, chacun a ses propres compétences, ses propres héritages, et a toute la place et la marge pour les mettre en valeur et pour exercer son métier, sa passion auprès de ses propres clients. On travaille avec 2 axes forts d'outils qui sont d'abord des outils comportementaux qui nous permettent de venir identifier le comportement naturel au travail des individus. De la même manière que vous allez vous faire une prise de sang pour venir tout simplement identifier quel est votre ADN, eh bien, il faut que vous sachiez aujourd'hui qu'on a développé depuis des dizaines et des dizaines d'années tout un tas d'études et de recherches qui permettent de mettre le doigt de façon très objective sur nos comportements individuels au travail. À partir de cette matière-là, lorsqu'on sait la façon dont on se comporte, quel est le meilleur environnement de travail qui nous correspond, ça nous permet de mettre en musique des équipes sur les principes du management collaboratif et d'aligner à la fois les valeurs, mais aussi les comportements, mais aussi les compétences techniques et une vision entre l'individu, les équipes, l'organisation, et de guider par un alignement qui se fait complètement sur mesure. Je vous mentirais si je vous disais qu'il y a une notice d'utilisation, nos clients vers une prospérité durable, en laissant beaucoup de place à la créativité, à l'innovation dans l'entreprise, par ses propres collaborateurs, mais aussi en ouvrant les portes de l'entreprise à l'environnement externe, à l'étranger, si je puis dire, et d'amener de beaux résultats. Voilà. Notre métier, c'est vraiment de valoriser le capital humain que nous avons au sein de nos organisations. Alors, j'ai parlé d'entreprises, mais ce sont aussi des organisations publiques, parapubliques. Et aujourd'hui, les services institutionnels sont de plus en plus sensibles à cette question et commencent aussi à s'y pencher sérieusement, mais aussi le monde de l'éducation dont nous sommes passionnés, parce que je crois qu'on a un rôle de transmettre, ne serait-ce que pour nos enfants. Voilà en 2 mots API ce que c'est, un réseau de gens passionnés par l'humain qui accompagnent toutes sortes d'entreprises dans différents secteurs d'activité, mais aussi des institutions et pourquoi pas aussi des écoles, à grandir selon un modèle de management humaniste fondé sur les comportements naturels des individus et le tout en collaboratif. Très bien. Merci Catherine. Applaudissements. Maintenant, la société Someo, donc c'est Benoît qui vient présenter. Allez, je crois que c'est un peu plus simple qu'on passe là à tour de rôle. Ici, on a des praises, ce sera plus simple comme ça. Hop. Alors, bonjour, merci pour votre présence. Donc, moi, je suis Benoît Germanos, je suis le cofondateur de Someo Solutions. On est présent sur Lyon et Marseille. Et on intervient en B2B, donc auprès des entreprises, sur l'amélioration de la qualité de vie au travail. Pardon, je suis sorti du micro. Par l'axe du sommeil et du repos guidé. Alors, donc ça inclut pas mal de solutions variées, mais l'idée, c'est d'avoir 3 axes pour nous d'intervention, en tout cas pour l'instant. Le premier axe, c'est qu'on a une appli mobile qui permet d'accéder à des outils d'accompagnement au repos au quotidien. Donc ce sont des outils qui sont accessibles par les collaborateurs, qui sont accessibles aux collaborateurs, de manière libre et autonome sur leur smartphone. On peut déjà commencer avec ce type de solution à réfléchir à ce que sont les frontières entre vie pro et vie perso, etc. Et ces sujets-là sont très importants dans le changement de contexte qui a été présenté en introduction. Mais on aura plus le temps d'y revenir dans les petits ateliers si vous voulez. Le deuxième axe de nos interventions, c'est une partie formation et sensibilisation. On outille les collaborateurs sur les thématiques liées au risque de la somnolence, au lien entre sommeil et santé, au lien entre sommeil et créativité, par exemple. Ce sont des choses très importantes sur lesquelles, globalement, on est assez peu sensibilisé et qui sont essentielles pour l'ensemble du fonctionnement d'un écosystème, si on considère que l'entreprise est un écosystème, et il semblerait que oui. Et enfin, on aménage des espaces dédiés au repos sur le site des entreprises. Alors, il y a l'espace physique,
Mais il y a aussi l'espace virtuel, entre guillemets, donc dans ce qu'est le changement de paradigme auprès de... Donc, comment dire, l'accompagnement qu'on effectue auprès des décideurs et des directions et des RH, qui a pour but de permettre de créer un espace virtuel qui est vraiment essentiel, en fait, pour permettre aux collaborateurs de prendre du temps pour eux et effectivement, du coup, de prendre place dans un nouvel écosystème et un nouveau système. Alors, très très rapidement, donc ces questions de qualité de vie et de qualité de vie au travail sont très liées et de plus en plus, et globalement dans cette nouvelle organisation, elles vont l'être de plus en plus. Nous, on est vraiment sur l'idée de la prise de conscience individuelle, de la responsabilité de chacun aussi sur ce type de sujet. Donc nous, notre axe, c'est le sommeil, hein, vous l'aurez compris. L'idée est vraiment de comprendre au niveau individuel qu'il y a une nécessité de créer des parenthèses dans la connectivité permanente, dans le flux d'informations constant, etc., etc. Et que cette responsabilité, il est très important que chaque individu en ait conscience. D'accord ? Ensuite, notre point de vue, c'est à peu près résumé comme ça, c'est-à-dire que qualité de vie au travail nécessite une qualité du travail. Si on s'intéresse à la qualité du travail, on s'intéresse à l'environnement dans lequel l'individu, donc le travailleur, travaille, et à l'individu en lui-même. L'environnement de travail, donc c'est le contexte et les modalités qui sont par ailleurs en pleine mutation, donc ça on en a parlé, les notions de connexion, de digital, d'information continue sont aussi en train d'augmenter et de parfois créer quelques problèmes, parfois être source de grande créativité. Et donc nous, notre positionnement, il est, je l'ai dit tout à l'heure, centré sur l'individu, avec une partie de sensibilisation et une partie d'apport d'outils. En gros, on sensibilise les gens, on leur dit que c'est important qu'ils se reposent pour leur travail, mais aussi pour leur bien-être perso, parce que ces deux bien-être ne sont pas séparés. Globalement, on a souvent en retour, oui, mais d'accord, mais je fais comment ? Donc plutôt que d'avoir des outils de mesure, comme des bracelets, ce genre de choses qui sont des outils connectés et numériques, on a des outils qui proposent dans l'autre sens, pas de mesure, mais des solutions qui permettent d'accompagner les gens au quotidien. Et donc l'idée, c'est vraiment de considérer que ce type de solution, après j'ai fini après, c'est que ce type de solution fait partie des actes professionnels. C'est-à-dire que je me mets dans une condition, en tant que collaborateur, je me mets dans une condition pour bien faire mon travail, et donc j'accède à ces solutions, je suis mieux reposé, et donc je fais mieux ce que j'ai envie de faire. Voilà. Merci pour votre attention. Et je passe le relais au numéro 3 qui est Blooming, c'est ça ? Ah oui. Okay. Allez, à toi. Tiens. Ok, ça marche. Alors, comment ça marche ? C'est en bas à droite. Alors, je suis plus Mac. Ça se sent tout de suite. On est tous en fait. Moi j'ai fait PDF. tout de suite le truc. Donc bonsoir, donc moi je suis Arnaud, cofondateur de Blooming. Alors je vais, juste avant de parler de Blooming, je vais rebondir sur ce que tu disais Boris, parce que je n'ai pas lu Reinventing Organization de Frédéric Laloux, mais je pense que j'ai vu 3 ou 4 fois sa conf, et j'invite tous mes collaborateurs systématiquement à regarder cette conf et à s'en inspirer. Voilà, alors Blooming, ça veut dire s'épanouir à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait chez Blooming ? On va aller mesurer, on va aider en fait les managers et les dirigeants à attirer les talents, à retenir les talents, et quand ils arrivent à les retenir, on va surtout faire en sorte que les talents restent motivés et performants. Et nous, on a choisi l'angle de ce qu'on appelle l'expérience employée. Alors en 2 mots, pour définir, il y a plusieurs définitions, mais qu'est-ce que c'est que l'expérience employée ? On peut imaginer 3-4 piliers, c'est comment l'entreprise peut offrir aux collaborateurs les moyens de faire son travail, comment l'entreprise va offrir un environnement qui soit favorable, comment l'entreprise va pouvoir aider le collaborateur à avoir une vision et être acteur de sa carrière, et enfin peut-être comment l'entreprise, avec le collaborateur, vont être capables de trouver du sens à la mission, au travail, tant professionnellement que personnellement.
Donc ça, c'est grosso modo ce qu'on appelle l'expérience employée. Alors nous, ce qu'on va faire chez Bloomin, on va donc aider les managers et les dirigeants à la mesurer et à la construire. Alors comment faisaient les entreprises avant? Je pense que ça va vous parler. Généralement, les entreprises, elles avaient des enquêtes annuelles qui par ailleurs sont perçues de façon plutôt désenchantante par les collaborateurs eux-mêmes. Donc elles avaient des enquêtes annuelles. Et ces enquêtes, c'est qu'une fois par an. Voilà, donc on va demander l'avis aux collaborateurs une fois par an. Enquête QVT, enquête risques psychosociaux, baromètre social, voilà. Ce sont des enquêtes qui généralement étaient plutôt génériques. Voilà, donc ça pouvait me parler à moi comme à un autre collaborateur. Voilà, donc on faisait des enquêtes plutôt génériques. C'était long. Voilà, alors ça va me prendre 30 minutes ou plus. Et souvent, il y a mon manager qui m'incite à y répondre, donc je vais y répondre, et puis bon, de toute façon, moi, voilà, j'ai fait le job. Alors après, on a des bons taux de réponse parfois dans les entreprises, mais bon, il faut savoir ce qu'il y a derrière le taux de réponse. Et puis le collaborateur, une fois qu'il a répondu, il est bien content, mais il a peut-être un feedback souvent bien tard. Et alors, si on parle du plan d'action, alors c'est encore beaucoup plus loin. Voilà, donc partant de ce principe, on s'est dit qu'il fallait changer cette approche. Donc on parle vraiment de changement de paradigme. Et nous, en fait, on va avoir des enquêtes auprès des collaborateurs qui sont régulières, donc toutes les semaines, toutes les 2 semaines, qui vont du coup être plutôt très rapides, je me dépêche, qui vont être très rapides, et les résultats vont être instantanés. Grosso modo, on est la seule plateforme aujourd'hui qui va aller interroger les collaborateurs avec des enquêtes conversationnelles et transparentes. Donc vous répondez aux enquêtes comme vous répondez sur WhatsApp ou sur Messenger, voilà, des emojis, c'est très simple. Et c'est transparent parce que dès que vous répondez, instantanément, vous voyez ce que les autres collaborateurs ont répondu. Donc ça veut bien dire que l'entreprise accepte un niveau de transparence dans l'organisation. Donc on va retrouver du Frédéric Laloux derrière. Voilà. Et on a une super plateforme avec plein d'indicateurs qui vont aider les managers. Et enfin, pour faire peut-être un dernier parallèle avec Amazon, aujourd'hui quand vous commandez un livre ou commandez un bien sur Amazon, vous voulez être livré tout de suite, voire le lendemain, et exactement là où vous êtes, chez vous, à votre bureau, où vous êtes. Et en plus, vous voulez avoir de la transparence parce que vous voulez savoir ce que les autres acheteurs ont pensé du site ou de ce qu'ils ont pensé. Et bien nous, c'est ce qu'on va appliquer au niveau des enquêtes. Elles sont transparentes, elles sont ciblées. Je peux y répondre depuis un SMS, depuis un email, depuis mon intranet, depuis un outil de gestion de caisse, depuis un outil de gestion de stock. Je peux y répondre de partout, donc c'est facile pour moi. Voilà, j'espère que j'étais un peu trop long, je suis désolé. Et, voilà, merci à vous. Ça, j'ai fait en ligne. Ouais, parce que moi aussi, je suis pas dessus. Voilà. Donc, maintenant, Goldmap. Parce que j'entends que je ne dois pas te faire. Je vais bien me mettre. Excuse-moi. Ça va, t'as compris ce que j'ai fait, j'étais clair. C'était très clair. Ouais. Ça m'a donné des détails bien. C'est ça le truc. Bonjour à tous. Arthur Catani de la société Goldmap. Donc chez Goldmap, nous on développe des programmes de coaching santé pour les employés. Donc je rebondis un petit peu sur ce que disait Boris. Effectivement, la notion de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, c'est très large. Nous, en tant que start-up, on a choisi de se spécialiser sur un des critères, qui est l'aspect bien-être individuel, l'aspect comportemental sur les habitudes de vie. Donc c'est de ce sujet dont je vais traiter. Nous, j'ai monté cette boîte avec mes 2 grands frères, Damien et Alex, tout simplement parce qu'en fait, le sujet du bien-être et du développement personnel, c'est un sujet qui est vraiment dans l'ADN familial. Ma mère a écrit des bouquins sur l'alimentation bio il y a 20 ans. Mon père était prof de yoga quand il était ingénieur. Donc, on a vraiment grandi dans ces valeurs-là de bien-être, de réalisation de soi et d'équilibre de vie. Et je pense que c'est assez naturel aujourd'hui que, voilà, étant adulte, on essaye de le partager avec le reste. En fait, c'est mon grand frère qui, quand il a commencé à travailler en banque d'affaires il y a un peu plus de 10 ans, a été vraiment choqué par la culture de l'entreprise. Parce que en banque d'affaires, vous travaillez jusqu'à 3 heures du matin. Parfois, vous ne rentrez pas à la maison après 2 jours de travail. Parce que vous allez manger à votre bureau, parce que vous n'avez pas le temps de faire du sport, vous êtes hyper stressé. Et donc, choqué devant ce constat-là, lui, il s'est dit qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions pour aider les employés à concilier vie professionnelle et vie privée, à garder des hobbies personnels pour garder cet équilibre-là. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on développe, c'est des programmes
dont l'objectif est vraiment de concilier vie professionnelle et vie privée. Il y a 80% des employés français qui considèrent que leur entreprise devrait jouer un rôle pour leur bien-être. Et en fait, ce que Damien a vécu il y a 10 ans, aujourd'hui, les jeunes générations, dont moi je fais partie, ne l'acceptent plus du tout. Vous n'avez plus uniquement le salaire ou la progression de carrière, vous avez d'autres critères qui entrent en jeu, comme la culture de l'entreprise, comme la politique bien-être de l'entreprise. Et ça, on voit, nous, sur le terrain, quand on discute avec les RH, quand on discute avec les managers, que ces personnes-là ont bien pris conscience de ces enjeux-là, mais qu'elles ne savent pas forcément comment s'y prendre et où commencer en fait, pour déployer un programme bien-être au sein de leur entreprise. Et donc c'est notre rôle, évidemment. Nous, on aide les entreprises à évaluer, à promouvoir et à améliorer le bien-être des employés. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous prendre un cas concret. Donc Tom a 28 ans, il bosse dans une grosse boîte de conseil à Paris, il a une vie assez stressante, assez occupée, il a une difficulté à mettre en place de bonnes habitudes au quotidien. Et puis à côté de ça, vous avez Marie, qui est sa manager RH, qui a choisi de travailler avec Goldmap pour déployer un programme santé au sein de l'entreprise. Donc on va envoyer en fait à Tom 6 questionnaires thématiques sur l'activité physique, sur la sédentarité, sur la gestion du stress, sur l'alimentation, sur l'équilibre entre vie pro et vie privée. Et Tom va répondre à des questions qui restent évidemment anonymes et confidentielles. Il va tout de suite avoir accès à un rapport personnalisé et à un programme de coaching pour l'aider à s'améliorer et à mettre en place de bonnes habitudes. Nous, on va faire remonter ces données anonymes au niveau de l'entreprise et on va présenter en fait un tableau de bord de santé et de bien-être à Marie. Donc Marie va être capable de suivre l'état de santé et de bien-être de ses équipes et de comparer en fonction des métiers, en fonction du lieu de travail et ce genre de choses. Je suis rapide. On ne s'arrête pas là puisque au-delà de l'évaluation, on aide l'entreprise à passer à l'action et à passer dans l'amélioration et dans la mise en place de bonnes habitudes. Nous, on a développé une appli mobile de coaching santé et bien-être qui est la première appli de coaching bien-être en France avec un peu plus de 150 000 téléchargements. Le principe de Goldmap, c'est vraiment d'être un coach dans la poche pour vous aider à mettre en place de bonnes habitudes. Donc l'idée, c'est vraiment que l'employé, au-delà des actions qui sont menées dans l'entreprise et au-delà du diagnostic, que chaque employé puisse être coaché individuellement via son programme, via l'application. Aujourd'hui, pour quelques euros par mois par employé, notre proposition de valeur, c'est d'aider l'entreprise à valoriser sa marque employeur et à prendre soin de ses employés. Aujourd'hui, on travaille avec des entreprises comme Carte Noire, comme Gann, comme Lafarge ou comme l'EM Lyon. Et on vient de clôturer notre première levée de fonds, donc on a un petit peu d'argent pour accélérer le déploiement commercial et améliorer notre produit. Merci beaucoup. Voilà, donc le dernier start-upper va se présenter, Christophe. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, je vais vous présenter Gympass. Donc, on est une entreprise née au Brésil il y a 5 ans. Maintenant, on est plus de 800 dans 15 pays. Et on est arrivé en France il y a 2 ans. Et voilà, on est là pour que tout le monde puisse avoir une vie saine. J'aimerais commencer par un rapide sondage. Je voudrais savoir dans la salle qui fait du sport au moins 2 fois par semaine, et ce, toute l'année. Je vais vous demander de lever la main. Ok. Bon, vous êtes largement au-dessus de la moyenne et au-dessus des statistiques. En moyenne, il y a 50% des Français qui font jamais de sport. Et il y a 40% des Français qui ne font pas de sport assez régulièrement. J'espère que tout le monde a été honnête. Notre mission, du coup, c'est d'encourager et de faciliter la pratique du sport pour le plus grand nombre. Alors, c'est pas pour culpabiliser les gens qui ne font pas de sport, mais on a énormément de freins au quotidien pour ne pas faire de sport. La question se pose, est-ce que je prends une salle près du bureau? Est-ce que je prends une salle près de la maison? J'aimerais faire du yoga et en même temps du pilates, mais je ne trouve pas forcément le moyen de faire les deux, ou alors ça me demande un budget qui est faramineux. Mon entreprise a mis en place une salle de sport, mais je déteste transpirer devant mes collègues, ou alors je suis plutôt solitaire. Il y a la salle de sport, mais en même temps, moi j'aime bien faire du sport dehors, mais en même temps, dès qu'il pleut, j'ai plus envie d'y aller. Enfin voilà, c'est parfois un peu l'usine à gaz pour réussir à faire du sport. Nous, Gympass, ce qu'on propose, c'est une solution simple
Et la solution, pour nous, notre réponse, c'est un réseau. En fait, c'est un réseau de partenaires sportifs. On a 30 000 partenaires à travers le monde et plus de 2 000 en France. Et pour le coup, pour une vingtaine d'euros par mois, vous avez accès à ce réseau en illimité et où que vous soyez sur le territoire. Et dernier frein qu'on lève aussi, c'est sans aucun engagement. C'est parfois compliqué de s'inscrire. Oui, madame, je vous vois. C'est parfois compliqué de s'inscrire dans une salle de sport qu'on n'est pas sûr d'aimer pour une année. Là, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de papier envoyé à telle date pour annuler. On a vraiment essayé de lever tous les freins à la pratique du sport. Donc, je veux faire du yoga le lundi, du pilates le mardi, de la boxe le mercredi. C'est possible et ça coûte jamais plus de 20 euros par mois. Et il y a une partie qui est financée par l'entreprise. Donc voilà, c'est valable pour les consultants en déplacement perpétuel. Ça permet aussi de régler les problèmes d'équité, c'est-à-dire qu'au siège, ils sont pourri gâtés, et nous, en région, on a moins de choses. Donc voilà, ça nous permet de réduire ça. Et on travaille avec les entreprises parce que pour les salariés et pour les entreprises, il y a énormément de bénéfices. Le sport, je pense que c'est plus à prouver, améliore la santé. Le sport développe le bien-être, l'énergie et la motivation, augmente l'estime de soi. On va pouvoir aussi du coup parler de résilience et de favoriser les transformations. Ça réduit le stress, ça augmente le niveau d'énergie, on l'a dit, ça réduit les risques psychosociaux, réduit les coûts santé. On peut, quand on fait du sport, réduire les coûts santé d'à peu près 50 € par an, je fais vite. Ça diminue les accidents de travail, ça augmente la productivité. Ça facilite les transformations, ça baisse l'absentéisme, ça améliore la marque employeur, le sentiment de reconnaissance, ça améliore l'équité, la cohésion et ça diminue le blurring, donc le fait de ne pas réussir à couper entre la maison et le boulot. Donc moins de coûts, plus de performance. Nous, notre boulot, notre promesse, c'est d'engager 2 fois plus de gens à faire du sport en une année dans l'entreprise. Donc il y a tout un travail d'accompagnement du changement et une vraie gestion de projet par rapport à ça, notamment auprès des populations RH. Merci beaucoup. Merci Christophe, merci aux 5 start-upers pour leur présentation. Maintenant, c'est à vous d'agir. Donc il y a 5 thèmes, 5 sociétés, et je vous propose de vous mettre, vous êtes, je pense, un certain nombre, autour d'un paperboard. Donc chacun est disposé dans la salle. Et maintenant, l'exercice de style, c'est que vous prenez votre chaise et vous allez vous déplacer. Donc le premier exercice est agile, voir en combien de temps vous organisez dans la salle pour aller travailler en sous-groupe sur le thème de l'entreprise qui vient de se présenter. C'est à vous. Ça vous fera faire un peu de sport en plus. Juste une petite précision stratégique, il faut commencer par le côté droit, là. Côté de la porte. Parce que les chaises sont attachées chaises dans un certain sens. Voilà, le premier groupe va faire la restitution. Donc ça se passe ici, dans l'angle gauche de la salle. Donc, notre groupe a travaillé sur la question de comment faire pour inciter une entreprise à inciter ses collaborateurs à faire du sport. On en parlait, il y a beaucoup de choses sur la QVT et moi je suis de plus en plus confronté à on ne peut pas tout faire. Vous êtes gentil, mais on fait déjà tellement d'actions, on fait tellement de choses pour eux qu'à un moment donné... s'il faut en plus rajouter du sport, et puis c'est plutôt de la vie privée. Enfin voilà, on a pas mal d'objections comme ça, et la question c'était, qu'est-ce que vous faites, vous c'est quoi les arguments qui font mouche, entre guillemets. On a beaucoup échangé, et on a listé 5 arguments qui, de ce que j'en comprends, en tout cas de ce que j'en vois dans mes rendez-vous commerciaux jour après jour, il y a 5 arguments qui font mouche. Déjà, une logique héroïste. Donc, quand on arrive à leur montrer qu'ils vont avoir un vrai retour sur investissement, notamment en termes d'absentéisme et de turnover, tout d'un coup, on sent que les oreilles s'ouvrent. On leur parle de leur climat social, notamment quand entre la direction et les instances, c'est un peu tendu. On voit que le sport est un vecteur pour apaiser un peu le climat social. Et puis nous, ça nous arrange parce que meilleur est le climat social dans l'entreprise et plus la solution de Gympass vit et plus on engage de gens dans la pratique du sport. L'argument numéro 1 pour moi, c'est la cohésion.
Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais grâce à l'application, on organise des challenges, notamment qui permettent de casser les fonctionnements cloisonnés ou les fonctionnements en silo. Je ne sais pas, le service marketing ne parle jamais à la vente. On va organiser un challenge où si quelqu'un du service marketing va faire du sport avec quelqu'un de la vente, il va gagner beaucoup plus de points. Donc on incite les gens à se parler entre eux sur des services qui ne communiquent pas d'habitude. Et c'est un vrai argument pour les RH, notamment dans le cadre de fusion ou d'acquisition, quand deux types de populations qui ne se connaissent pas du tout doivent, avec un vrai enjeu de cohésion, fusionner sur un même site. Pour le coup, c'est un argument qui vit. Et puis les deux mots magiques qu'ils entendent mais qui ne savent pas exactement comment les utiliser et les faire vivre: digitalisation et gamification, qui permettent de toucher génération Y, génération Z. Voilà, c'est des arguments qui nous permettent de convaincre les entreprises pour nous aider à ce que leurs collaborateurs se bougent. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On va passer le micro. L'autre atelier, c'est Arnaud, au niveau de Blooming. Allô, ouais. Quelles sont la question sur laquelle vous avez travaillé et à laquelle vous avez répondu? Alors, la question sur laquelle on a travaillé, c'est comment cadrer les outils pour garantir l'éthique. Il y avait énormément de questions autour des données que je vais donner à mon employeur, et qu'est-ce que mon employeur va faire de ces données, et comment, si on parle de qualité de vie au travail et de bien-être, et qu'on se livre, dans quel cadre les outils sont garants de cette éthique au sens large. Voilà, donc on a je pense que, je ne sais pas si on n'est pas dans un consensus, je ne pense pas, parce que c'était vraiment assez partagé pour le coup. Alors, s'agissant des points qu'on a remontés, alors ce n'est pas des solutions, mais en tout cas c'est de ce qu'on pourrait mettre en place pour garantir cette éthique. Il y a bien l'idée des enjeux. L'entreprise se doit de partager et d'être extrêmement claire s'agissant des enjeux. Pourquoi on fait cette démarche? Qu'est-ce qu'on fait des données? Comment on gère l'anonymat? Donc il y avait un gros sujet autour des enjeux. Il y a eu aussi beaucoup de choses sur l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs à la démarche, avec l'idée de est-ce qu'on part sur un consensus, sachant que le consensus, c'est aussi des choses qui aboutissent à des solutions un peu molles, j'appelle un peu molles. Voilà, donc on a un peu évoqué ces sujets. Alors j'essaye de relire. Je dis ce que je veux. Donc voilà. Alors ça, c'est la transparence. Alors pour le coup, la transparence, c'est un truc qui est revenu de façon assez générale. Elle doit être vraiment à tous les niveaux. Donc les niveaux. Donc on en parle de top-down et de bottom-up, mais c'est-à-dire que quand on va commencer à aller interroger les collaborateurs sur la qualité de vie au travail, dès qu'on les interroge, il faut que les résultats soient connus de tous et accessibles de tous, y compris ce qu'on pourrait imaginer d'un outil, un dashboard. Il n'y a pas que le management qui doit pouvoir avoir accès au dashboard, mais il y a bien tout le monde. Donc ça, c'était un des points qui remontait le plus souvent. Pardon ? Voilà, et l'idée, voilà, donc l'idée, donc ce bottom-up aussi, c'est que bien chaque collaborateur soit acteur de la solution. Donc ensuite, on a parlé de définir les périmètres de ce que va faire l'entreprise. On a parlé de normes, de politique de confidentialité. Et est-ce que je vois qu'il y a le collectif qui revient encore? Est-ce que j'ai oublié autre chose? J'ai un peu de mal à tout relire. Voilà, enfin, il y a bien l'idée du collectif qui est mis dans la boucle. Il y a l'idée de la confidentialité, de l'anonymat des données, et avec la question au-dessus de ça, qui est celle de la bienveillance et comment la transparence, bienveillance, donc qui sont des sujets et qui sont visiblement loin d'être acquis. Et le dernier point qui a été évoqué, mais là j'en parle parce que c'est peut-être pas dans les solutions, mais c'était tellement présent, c'est qu'est-ce qu'on fait de la porosité entre la vie professionnelle et la vie privée, qui est un vaste sujet dont, encore une fois, Frédéric Laloux en parle très bien. Il explique comment on vient en entreprise avec 1/16e de nous-mêmes, hein, voilà, donc 1/16e de notre créativité, 1/16e voilà.
Et voilà, donc beaucoup de sujets autour de ça. Voilà. Et bravo à vous. Bravo. Merci pour cet atelier. Maintenant, nous allons passer à l'atelier Somméo avec Benoît. Alors, Quelle était la question déjà? donc la question, on l'a formulée comme ça, quelles sont les conditions optimales / favorables, parce qu'on avait du mal à se mettre d'accord sur le terme, pour permettre le ressourcement en entreprise. Donc on est resté sur un sujet qui est proche de l'activité de Somméo pour la base de la réflexion. Et en fait, sur les réponses et les problématiques, on est très proche de ce qui a été dit à côté. Alors, on a commencé par lister un certain nombre de catégories, d'items, de freins, on va dire, en face desquels on a tenté de mettre des solutions. Donc, c'est pas forcément aussi découpé que ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, on a eu un frein sur l'aspect financier, on a eu un frein sur l'aspect temporel, donc le temps. Ensuite, on a eu l'espace, donc l'espace en lui-même, précisément l'aménagement de l'espace, mais aussi l'espace qui est laissé à l'individu, en fait, la place qui est laissée à l'individu. On a eu des sujets sur l'autocensure, la pression de l'environnement, donc l'environnement et donc l'individu, et donc l'intimité, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je crois que je l'ai déjà dit, et ensuite l'organisation de l'entreprise et ce qui découle sur des problématiques et des sujets RH, avec deux niveaux, encore une fois, l'individu et le système. Donc sur plusieurs questions, on est là-dessus, sur la question de la censure, de l'autocensure, on est sur l'individu. Sur la question de l'environnement favorable, on est sur le système. Et donc le cadre qui favorise telle ou telle action. Et donc en face de ça, on a essayé de lister un certain nombre de solutions qui sont liées avant tout à prise de conscience et vision, qui découlent sur un projet et qui donnent des définitions de valeurs, avec au centre de ces valeurs la bienveillance. Donc là, on peut faire un lien avec ce qui s'est dit à côté. Ensuite, on a la notion de variété dans les espaces. Et donc, encore une fois, on retrouve les différentes échelles, donc de l'individu et du système dans lequel il évolue. On a la question liée à la légitimité, donc par des actions précises comme un règlement intérieur ou des chartes, donc un peu ce qui est de l'ordre du droit mou. Et on a la question de l'exemplarité de la hiérarchie. On a la question de l'accompagnement individuel, donc là encore la hiérarchie, l'individu et le système, et la question des indicateurs et de la mesure des bénéfices. Donc ça fait écho à ce qui a été dit au tableau écrit en rouge là-bas. Voilà ce qui est ressorti de nos échanges, avec à mon sens vraiment une question centrale sur en fait la cohésion des différentes échelles, en fait, donc de l'individu et du système dans lequel il évolue. Alors c'est très très large et ça s'applique pas forcément que à l'entreprise d'ailleurs. Donc peut-être des points de réflexion pour la suite. Voilà. Ça n'a pas sonné, mais j'ai fini. Merci. Donc je passe le relais Merci. à l'atelier suivant. Maintenant, Catherine, le relais, si tu peux bien nous exposer la question sur laquelle vous avez travaillé. Oui. Alors, notre premier travail préalable a consisté à choisir la question. Et il faut dire qu'il y a un grand nombre de questions qui sont sorties. Et après un vote équitable, c'est la question qui est très proche de celle que vous avez traitée, Benoît, dans votre atelier, des conditions favorables à la qualité de vie au travail et du finalement comment faire pour amorcer la démarche, faire prendre conscience aux dirigeants de l'organisation qu'il est temps de travailler sur cette question. On a eu 2 temps de travail pour la traiter. Le premier temps a consisté à finalement venir un petit peu tracer les contours du cadre de travail idéal et des valeurs que l'on souhaite partager dans l'entreprise pour pouvoir vraiment travailler avec une certaine qualité de vie au travail. Parmi ces valeurs, vous en avez déjà évoqué pas mal, il y a alors entre autres de la congruence, de l'empathie, de la bienveillance, de l'authenticité. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Une organisation qui soit plutôt orientée agile, avec beaucoup de coopération, une place donnée et identifiée au bien commun,
Une direction impliquée, et qui dit impliquée dit aussi exemplaire, etc. etc. Du respect, bien sûr. Réveiller les talents aussi, venir valoriser les individus, et puis avoir un baromètre régulier, et donc c'est un peu ce que fait Arnaud, pour venir mesurer où on en est en instantané. Ça, c'est le premier temps de travail. Sur le deuxième temps de travail, on a davantage centré la question sur, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on amorce la démarche. Et on a parlé, entre autres, d'un petit bouquin qui s'appelle « Alerte sur la banquise » et qui montre les étapes et la façon dont on amorce un changement. Et on sait tous, quand on est un peu désaverti de la conduite du changement, que c'est l'état d'urgence. Alors l'état d'urgence, il peut être bien sûr financier avec une question de ROI, ça a été très bien abordé. Effectivement, s'il y a moins d'absentéisme, moins de maladies, ça vaut le coup qu'on se lance dans de la qualité de vie au travail. Il y a Anne, je ne sais pas où tu es, parmi nous, qui aussi a soulevé à juste titre que ces expériences de qualité de vie au travail, elles pouvaient être aussi perverties. Que des directions d'entreprise pouvaient engager des démarches, mais que finalement, elles n'étaient là que pour servir de la performance, et qu'à partir du moment où un dirigeant disait c'est bon, là j'ai investi X milliers d'euros dans une démarche de qualité de vie au travail, maintenant vous êtes tous en pleine forme, en parfaite santé, je ne veux plus vous entendre, quoi. C'était un petit peu l'idée que Anne développait, et donc de montrer aussi que il faut faire attention à rester authentique dans le processus qu'on mène et la manière avec laquelle on engage la démarche. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on oublie de tout ce que nous avons échangé? Voilà. Ok. Je retiendrai surtout qu'effectivement, la prise de conscience se fait malheureusement presque uniquement au travers de l'urgence. Voilà. Merci en tout cas à tous les contributeurs, c'était intéressant. Merci beaucoup. Merci au groupe de Catherine. Maintenant, on va passer débrief du dernier groupe avec Arthur sur Goldmap. Qui prend la parole? Arthur, vas-y, récupère le micro peut-être. En fait, on a décidé de jouer le jeu et que ça soit un des membres du groupe de restituer. La question, c'était comment réussir à favoriser le changement de comportement dans la durée. Et Goldmap a choisi de son côté, de par sa structure de son application, de bien identifier les besoins de ceux qui veulent changer de comportement à travers un questionnaire diagnostique. Et en effet, c'est quand même mieux d'accompagner une personne si on connaît bien ses besoins. C'est quand même plus simple que de lui imposer un changement qu'elle ne voudrait peut-être pas. Voilà. Ensuite, donc, suite à ce questionnaire, il y a un programme de coaching digital qui arrive. Et nous, ça nous a posé question, parce que oui, c'est bien, c'est beau, il y a un truc qui correspond à nos besoins, mais comment la personne s'engage, elle, dans cette chose, dans ce mouvement, dans la durée. Donc, ça nous a fait penser aux théories de l'engagement, en psychologie sociale, entre autres. Donc, les théories de l'engagement, c'est ce qu'on voit quand les personnes s'engagent souvent de pair à pair, ou vis-à-vis de leur famille, ou vis-à-vis de leurs collègues, ou vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques, éventuellement. Donc là, en effet, il peut y avoir un engagement sur le long terme. Ça peut être aussi un engagement envers soi-même, pas forcément envers quelqu'un d'autre, quand cet engagement est suffisamment fort. De là, on s'est dit que ça peut être des objectifs collaboratifs. C'est-à-dire que, par exemple, une personne s'engage à arrêter de fumer, et la personne qui est en face de lui, si tu t'engages à arrêter de fumer, moi je m'engage à faire du sport 1 fois par semaine. Et régulièrement, ils font le point pour savoir où ils en sont, et là où ils ont des difficultés à tenir leur engagement, ou au contraire à le tenir parce que justement ils sont vraiment motivés et qu'ils se motivent bien l'un l'autre. On a parlé de la formation des habitudes avec cette règle des 21 jours qui est en fait un grand n'importe quoi.
La formation des habitudes, non, ça ne se fait pas en 10 jours, en 21 jours, ni même en 90 jours. Ça n'a aucun sens. Ça vient du fait qu'on pratique, on expérimente, on sort de sa zone de confort, on voit les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, et à un moment donné, l'habitude apparaît, mais ça demande un effort, et donc on ne peut pas demander à une application de dire qu'en 21 jours, vous allez réussir à arrêter de fumer. Non, c'est absolument, c'est absolument impossible. Il y a la question de l'éducation, parce que pourquoi on fait cette action. Ce qui est important, parce que quand on s'engage sur quelque chose, au début on peut être très motivé, et puis au bout de 10 jours, commencer à fatiguer sur cet engagement. Et du coup, l'éducation peut venir à ce moment-là pour renforcer l'action. Et je crois que c'est à peu près tout. On avait parlé aussi de climat social et de communication dans l'entreprise. Non, c'est pas tout en fait. Voilà. Alors, la communication au sein de l'entreprise, comment, du coup, ce genre de choses peut arriver en entreprise. Et on était arrivé à la conclusion qu'il faut mettre en jeu les DRH, les CHSCT et tous les acteurs autour de ça. Voilà. Bien, écoutez, l'atelier collaboratif va se terminer. Avec Boris, on va faire la conclusion. Donc, merci d'avoir travaillé sur ces 5 questions, d'avoir creusé, d'avoir fait le retour. On entend le ROI, l'engagement, beaucoup de valeurs, comment je m'engage pour y aller, qu'est-ce que c'est qui va être confidentiel, qu'est-ce qui va être partagé. Voilà, donc vous avez évoqué plein de choses. Donc maintenant, c'est comment, à l'intérieur des organisations, chacun d'entre nous, on va semer une petite graine pour que la qualité de vie au travail, le bonheur, l'équilibre reviennent dans l'harmonie. Boris, je te passe la parole pour terminer. D'abord, merci à tous. Merci d'avoir pris le temps de venir. Pour vous donner un ressenti, j'ai vraiment apprécié la profondeur du travail que vous avez fait dans les ateliers. Vous avez vraiment creusé cette question de savoir comment on incarne, en fait. Ça, je pense que c'est une question très importante. Comment on incarne la RSE, comment on incarne ce bien-être, et comment ça n'est pas qu'un prétexte, pas qu'une vitrine, pas qu'un process en plus, mais vraiment, en fait, ça nous change, ça change la culture et ça nous change nous, en fait. C'est quelques semaines, j'arrête pas de répéter la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez apporter au monde, parce que je crois que tout commence comme ça, et c'est la chose la plus difficile à faire. Commencer par soi, voilà. Moi, j'ai un mal fou tout le temps à commencer par moi, j'arrête pas toujours à penser aux autres, à la société, à tout ce que je veux transformer en dehors de moi. Et je me rends compte que le plus dur, c'est de commencer par moi. Donc c'est super que vous ayez pris conscience qu'il faut commencer chacun par soi-même. Voilà, merci à tous et vraiment profitez bien de cette journée. Et ravi de soigner vous. Merci. Un grand bravo et merci pour ce temps avec nous, cette collaboration. J'espère que vous continuerez à semer et à travailler pour vous et pour les autres. Au revoir, bon après-midi.